Bonjour, donc là aujourd'hui je vais corriger l'exercice qui concerne la fonction définie par la fonction rationnelle ici avec un quotient de polynôme du second degré. Donc on va étudier, comme on a déjà rencontré, les limites aux bornes de l'ensemble de définitions et les variations de cette fonction. Donc la première chose qui n'est pas fournie ici pour cette fonction, c'est l'ensemble de définitions, donc on va déterminer cet ensemble de définitions. Bien, donc cette fonction rationnelle va être définie à la condition que son dénominateur ne soit pas nul. Donc ici, f de x est défini si et seulement si x carré moins 2x plus 15, moins 15 pardon, est différent de 0. Donc on est amené à se poser la question, quand est-ce que x carré moins 2x moins 15 s'annule? Donc on va donc résoudre l'équation x carré moins 2x moins 15 égale à 0 afin de rechercher donc les valeurs qui annulent le dénominateur, ce qu'on appelle communément les valeurs interdites. Donc nous sommes typiquement face à une équation du second degré, d'accord, de la forme ax carré plus bx plus c égale à 0. Donc on rappelle ici du coup que les coefficients de ce polynôme du second degré sont respectivement a égale à 1, qui est le coefficient dominant, b égale à moins 2, et c égale à moins 15, ici, le coefficient constant. D'accord? Donc tout simplement, nous allons maintenant calculer le discriminant, puisqu'on peut d'abord remarquer que ce polynôme de second degré n'a pas de factorisation immédiate ici, donc les racines ne se voient pas forcément immédiatement. Donc on va calculer traditionnellement le discriminant afin de savoir, selon le signe discriminant, s'il y a deux racines, une racine ou aucune racine. Donc tout simplement, donc ici le discriminant, je rappelle que la formule déterminant, le discriminant est b carré moins 4ac. Donc, pour calculer ce discriminant, on fait bien attention ici que b étant égal à moins 2, ça nous donne moins 2 entre parenthèses au carré. Enfin, attention de ne pas oublier les parenthèses pour éviter les étourderies. Moins 4 fois donc 1 fois moins 15. Ce que je simplifie ici, donc 4 plus ici, moins 4 fois moins 15, ça va faire plus. 4 fois 15, donc 60. Donc, ce qui nous fait un discriminant égal à 64. Donc, qu'est-ce qu'on en conclut? Le discriminant égal à 64. Comme il est positif, il y a donc deux solutions à cette équation. Ici. Donc, on indique ici, donc il y a deux racines. On a deux racines pour ce polynôme de second degré. On rappelle les fameuses formules qui sont connues depuis la première. Donc première formule, première racine, x1 égale à moins b moins racine delta sur 2a. Et on en profite pour donner la deuxième qui s'écrit x2 égale à moins b moins plus racine delta sur 2a. Donc on simplifie en remplaçant les valeurs correspondantes. Donc on rappelle que b c'est moins 2, donc on fera attention ici c'est moins b, d'accord? Donc moins b, ce qui nous donne 2 moins la racine carrée de 64 sur 2 fois a qui fait 2. Donc là, il se trouve que 64 étant un carré parfait, la racine carrée se simplifie, on en donne un entier qui est donc ici 8. La racine de 64 étant égale à 8. Donc ça nous fait 2 moins 8 sur 2. 2 moins 8 sur 2, je simplifie. Donc j'obtiens ici la racine qui est donc moins 6 sur 2, donc moins 3. En procédant de la même manière ici, j'obtiens rapidement 2 plus 8 sur 2, et donc j'obtiens la seconde racine qui est 5. Autrement dit, l'équation du second degré ici admet deux solutions, moins 3 et 5, qui constituent donc les valeurs interdites pour notre fonction ici f de x. D'accord? Donc ce qui veut dire que f est donc défini sur l'intervalle, enfin, c'est pas sur l'intervalle, c'est sur R privé des valeurs moins 3 et 5. Donc c'est bien sûr pas un intervalle, étant donné qu'il y a deux ici valeurs qui sont ici distinctes qui vont former un trou. Donc en fait, si on écrit R privé de moins 3, 5 à l'aide des intervalles, on va réunir en fait trois intervalles. Donc il s'agit de l'intervalle moins l'infini, moins 3, ouvert bien sûr, parce que moins 3 est interdit, union moins 3, 5, union 5 plus l'infini. Donc là, je vous mets ici, on ne voit pas tout, voilà. Voilà l'ensemble de définition. L'intérêt aussi d'écrire sous cette forme-là, c'est qu'on voit facilement les bornes de l'ensemble de définition lorsqu'on va s'intéresser aux limites aux bornes. Donc on voit qu'ici, on sera amené à étudier la limite en moins l'infini, la limite en moins 3, mais à gauche de moins 3, donc c'est-à-dire qu'on fera tendre x vers moins 3 tout en étant inférieur à moins 3, la limite à droite de moins 3, la limite à gauche de 5, la limite à droite de 5, et la limite en plus l'infini. Donc on est amené à étudier ces limites, ce qui va être un petit peu long, mais c'est assez classique.
Voilà, donc pour cette première phase ici, donc détermination de l'ensemble de définitions permet donc de situer notre domaine d'étude. Donc on fera attention de ne pas oublier les deux présences de valeurs interdites lorsqu'on va faire le tableau tout à l'heure. D'accord? Bien, donc j'ai commencé l'étude de la fonction par l'étude des limites aux bornes. Donc pour étudier ces limites aux bornes, tout simplement, je vais d'abord peut-être commencer par l'étude en moins l'infini en plus l'infini, ce qui va être ici assez classique. Hein. Donc on aura le même type d'étude, notamment en plus l'infini que pour les suites. Donc les démarches sont totalement identiques. Donc on va déjà regarder ici que l'expression de la fonction ici comporte ou pas une valeur interdite. Enfin une forme indéterminée, pardonnez-moi. Donc à savoir, donc regardons la limite du numérateur et la limite du dénominateur. Donc si je étudie la limite du numérateur en moins l'infini, 2x carré tend vers quoi déjà? Donc x carré, on sait qu'il tend vers moins l'infini. Je vais écrire ici la limite, les limites usuelles. La limite en moins l'infini de la fonction carré, c'est plus l'infini. D'accord? La limite en moins l'infini de x, c'est moins l'infini. Donc je multiplie ensuite ici 2 par x carré. Donc comme 2 est positif, la limite de x carré restera plus l'infini. Lorsqu'x tend vers moins l'infini. Donc on se retrouve déjà lorsqu'on va devoir additionner 2x carré et x au numérateur, on va avoir une forme indéterminée ici, en raison de la limite de x carré qui est plus l'infini et la limite de x qui est moins l'infini. Donc on a déjà une première forme indéterminée. D'accord? Donc là, on va déjà devoir changer la forme du numérateur. On risque d'avoir le même problème certainement au dénominateur. Donc finalement, ce que je vais proposer, c'est de changer l'écriture de f de x ici pour lever l'indétermination qu'on a rencontrée là. Donc ici, pour l'instant, on peut déjà constater que x carré moins 2x, pardon, plus, c'est pas x carré moins 2x, c'est x carré plus 2x pareil, plus x, pardon, qui est une forme indéterminée ici. J'abrège forme indéterminée en moins l'infini du type infini moins infini. Hein. C'est-à-dire que c'est comme ça que je les identifie de manière rapide ici, pour ici la somme. Donc, quand j'analyse ici l'expression 2x carré plus x, on se pose la question qui est prépondérant ici dans l'expression lorsque x tend vers moins l'infini. Donc on sait qu'en l'infini, x carré va être plus prépondérant que x. Donc on va avoir la même discussion sur le dénominateur x carré moins 2x, moins 15 en fait, et on voit aussi qu'au dénominateur x carré est prépondérant ici sur x. Ici. Donc je vais tout simplement factoriser le numérateur par x carré, le dénominateur par x carré, donc ce qui va me permettre de faire une simplification de la fraction et faire disparaître la forme indéterminée du fait de ce changement d'écriture. D'accord? Donc là, je suis parti pour une écriture de ce type-là. Donc voilà la proposition que je vais vous faire. Donc je réécris f de x donc, en factorisant le numérateur par x carré, donc qui est le terme dominant, hein, le terme prépondérant, ici, donc qui est facteur de 2, plus, alors ici on fait attention, plus ici, 1 sur x. D'accord? Voilà la factorisation du numérateur. Donc pour s'assurer que vous n'avez pas fait de faute, vous redéveloppez dans votre tête ici, x carré fois 2 donne bien 2x carré. X carré fois 1 sur x, ça donne x carré sur x qui se simplifie en x. Donc c'est donc la factorisation qui est correcte. Je factorise de la même manière le dénominateur. D'accord? Le dénominateur se factorise donc en prenant x carré, il sera facteur. Donc pour obtenir là-bas x carré, il faut mettre 1, facteur de 1, moins 2 sur x. De la même manière, parce que si on développe x carré moins 2 sur x, ça donnerait moins 2x carré sur x, donc ce qui donnera bien moins 2x. Et bien sûr, il nous reste le terme moins 15 à mettre sur x au carré. De la manière, on vérifie en développant que ça donne bien x carré, facteur de moins 15 sur x carré, redonnerait bien 15. Donc là, on a factorisé, mais on peut donc constater qu'on peut simplifier x carré, donc il va nous rester 2 plus 1 sur x au numérateur sur 1 moins 2 sur x moins 15 sur x carré. D'accord? Donc cette factorisation ici est possible pour tout x différent de 0 de l'ensemble de définitions. D'accord? Qui est indiqué ici. Alors donc pour revenir sur la limite, nous allons donc utiliser cette forme-là pour étudier la limite en moins l'infini. On fera du coup la même chose en plus l'infini ici parce qu'on aurait obtenu un problème d'indétermination du même genre pour le dénominateur en raison que x
carré moins 2x sera indéterminé. Donc là, on voit que dans cette nouvelle forme, si on va appliquer les règles opératoires sur les limites, on va utiliser la limite de 1 sur x, également présent au dénominateur, parce que 2 sur x c'est 2 fois 1 sur x, et nous aurons besoin de la limite de 1 sur x carré, car ici on a qu'un sur x carré. Donc il suffit qu'on étudie la limite en moins l'infini de ces deux fonctions usuelles. Donc c'est les limites usuelles du cours, donc on va indiquer les valeurs de ces limites ici en moins l'infini et plus l'infini. Voilà, donc je poursuis, donc j'ai réécrit ici la forme, le changement d'écriture que j'ai obtenu. Donc, comme je venais de le rappeler, la limite en moins l'infini, donc je commence en moins l'infini, donc de 1 sur x, d'après le cours, on a vu que 1 sur x tend vers 0 lorsqu'x tend vers moins l'infini. Il en est de même lorsque on considère 1 sur x carré. Donc on a ici les deux fonctions usuelles qui tendent vers 0. Donc on en déduit par les règles opératoires la limite du numérateur. Donc la limite du numérateur, ici, 2 plus 1 sur x d'après les règles opératoires sur limite, notamment par la somme, va tendre vers 2. Ensuite, le dénominateur, par les règles opératoires sur les limites, lorsqu'x tend vers moins l'infini, va tendre vers 1, moins 0, moins 15 fois 0, donc ça nous fait tout simplement 1. Et donc par quotient, tout simplement, limite de f de x est égale à 2 sur 1, donc 2, lorsqu'x tend vers moins l'infini. Bien, on procède en utilisant la même forme d'écriture pour la limite en plus l'infini. Donc la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini, on peut constater que la limite en plus l'infini de 1 sur x est également égale à 0. La limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de 1 sur x carré est également égale à 0. Donc on aura exactement les mêmes arguments du coup pour la suite, par la règle opératoire. Donc le numérateur 2 plus 1 sur x lorsqu'x tend vers plus l'infini tendra vers 2. Le dénominateur tendra lui également vers 1. Lorsqu'x tend vers plus l'infini. Donc par quotient, nous aurons également ici la limite de f de x qui sera égale à 2 lorsqu'x tend vers plus l'infini. Voilà, donc là on a appliqué les règles opératoires basiques ici qui ne posent aucun problème ici dès lors qu'on a ici changé l'écriture. D'accord? Donc j'en profite ici pour indiquer que vu les limites qu'on a trouvées respectivement moins l'infini qui vaut 2 et la limite en plus l'infini qui vaut 2, on peut interpréter graphiquement nos deux limites. On sait que ici ça signifie que la droite d'équation y égale à 2 est une asymptote horizontale, donc parallèle à l'axe des abscisses de la courbe de f en moins l'infini, et on a également la même limite en plus l'infini de la fonction f, donc on a également cette même droite qui est asymptote ici horizontale de la courbe de f en plus l'infini. Voilà, donc on aura à l'esprit ça si on procède à la vision graphique ici pour ces limites. Voilà déjà donc les limites aux deux bornes, moins l'infini plus l'infini. Maintenant nous allons regarder les limites respectives en moins 3, en 5, donc on sera amené à distinguer la limite à gauche et à droite dans chacun des cas ici. Bien, passons au calcul des limites aux bornes finies ici, qui sont moins 3 et 5. Alors, donc, pour ces limites-là, on peut revenir à la forme initiale. Hein. Il n'est pas forcément utile de garder la forme qu'on avait transformée pour lever l'indétermination en moins l'infini plus l'infini. Donc, c'était la forme initiale qui est là. Et donc, l'idée est bien sûr de regarder si l'écriture est ici n'est pas une forme indéterminée. Donc, on va regarder si le numérateur, vers quoi il tend déjà, donc 2x carré plus x, et le dénominateur x carré moins 2x moins 15. Alors, ayez à l'esprit, en fait, hein, que moins 3 et 5, on les a trouvés lorsqu'on a fait notre étude ici de recherche de l'ensemble de définition. Moins 3 et 5 représentaient respectivement les deux racines d'un dénominateur. Donc, on sait pertinemment ce qui se passe au dénominateur déjà. D'accord? On sait déjà, du coup, que la limite lorsqu'x tend vers moins 3, de x carré moins 2x moins 15, en raison des règles opératoires sur limite, que ça tend donc vers 0. D'accord, tout simplement. Parce que x carré va tendre vers 9, moins 2x va tendre vers plus 6, et donc par les règles opératoires, ça nous ferait une limite égale à 9 plus 6 moins 15, qui fait 15 moins 15 égale 0. Pas étonnant, étant donné qu'on avait ici moins 3 qui annulait le dénominateur. Donc on voit déjà que le numérateur ici tend vers le dénominateur tend vers 0.
Donc en général, dans ces cas-là, on est obligé de savoir si ça tend vers 0 en étant positif, en restant positif ou en étant négatif. Donc on voit qu'il est indispensable finalement de connaître le signe de x carré moins 2x moins 15. Le travail est déjà fait en partie, si vous regardez bien. Étant donné que on a étudié les racines de ce polynôme du second degré ici, x carré moins 2x moins 15, et donc on va indiquer tout simplement son signe en plus de notre étude précédente. D'accord? Donc ici, on sait que le signe du polynôme du second degré x carré moins 2x moins 15 est déterminé par ses racines. Donc ces racines sont respectivement moins 3 et 5. Et par ailleurs, on connaît le coefficient dominant de ce polynôme de second degré. On a vu que c'était a égale à 1, donc on sait qu'un polynôme de second degré est du signe de a à l'extérieur de l'intervalle de ses racines. Donc je rappelle qu'ici, si on pense à x carré moins 2x moins 15, graphiquement, c'est représenté par une parabole qui est tournée vers le haut, car a égale à 1, donc on peut penser à cette forme de parabole, ici, qui admet ici deux intersections avec l'axe des abscisses, qui est représenté par moins 3 et 5 sur les racines. Donc on voit qu'ici, tout simplement, on retrouve le signe plus à l'extérieur de l'intérieur des racines, le signe moins à l'intérieur de l'intervalle formé par les deux racines. Donc, ce qui veut dire que ici, on voit bien que si x tend vers moins 3, selon que x est plus petit que moins 3, ou que x est plus grand que moins 3, on se rapproche de 0 en n'ayant pas le même signe. Donc, en l'occurrence, ici, si on précise les choses, limite lorsqu'x tend vers moins 3, lorsqu'x est inférieur à moins 3, de x carré moins 2x moins 15. On peut constater que lorsqu'x est plus petit que moins 3, on se rapproche de 0 en étant positif, ce qu'on indique ici par un petit plus au-dessus de 0. D'accord? Par ailleurs, le numérateur qui est là, x carré plus 2x carré plus x, vers quoi tend-il? 2x carré plus x, lorsqu'x tend vers moins 3, là on n'est pas besoin de se soucier si c'est à gauche ou à droite en général, donc on va regarder, x carré lui par règle opératoire sur limite va tendre vers moins 9, donc moins 3 au carré, fois 2, donc c'est fait 18, 18 moins 3, 15. Ça tend vers 15. Cela sera exactement pareil si x tend vers moins 3 par valeur au-dessus de moins 3, par valeur supérieure à moins 3. Donc ici, on peut donc affirmer par quotient, donc le numérateur il est ici, et le dénominateur là, donc on sait d'après le théorème sur les opérations sur les limites, que si le numérateur tend vers une limite finie positive, et le dénominateur vers 0 tout en restant positif, le quotient va tendre vers plus l'infini. Donc on en déduit que la limite de f de x est égale à plus l'infini si x tend vers moins 3, tout en étant inférieur à moins 3. Je rappelle qu'on peut abréger ici cette écriture de limite à gauche en écrivant que x tend vers moins 3, en mettant un petit moins ici au-dessus du moins 3 pour indiquer, je rappelle juste qu'on reste du côté gauche de moins 3. Donc c'est juste une façon plus courte d'indiquer qu'on fait une limite à gauche. Donc voilà notre première limite. Alors ça paraît long, mais en fait là, si on a compris ça, en fait le raisonnement va ici se répéter ici en moins 3 à droite. Donc ici, qu'est-ce qui va changer? Donc là, on était à gauche, maintenant on va passer à droite, donc on reprend la limite lorsqu'x tend vers moins 3 par la droite, donc par la droite ça peut se symboliser en écrivant moins 3 plus, c'est-à-dire qu'on va faire tendre x vers moins 3 tout en restant au-dessus de moins 3, et là on peut constater que le dénominateur x carré moins 2x moins 15 va tendre vers 0 tout en restant négatif. Le numérateur tend toujours vers 15, lui, donc on est ici face à une limite par le théorème sur le quotient, donc f de x, lorsqu'x tend vers moins 3 par valeur supérieure à moins 3, va donc tendre vers ici moins l'infini, d'accord? 15 sur quelque chose qui tend, donc on a ici limite positive, là limite égale à 0 tout en restant négatif, donc le règle opératoire sur limite nous donne ici moins l'infini. Voilà donc déjà pour la limite en moins 3, au voisinage de moins 3, donc on a réglé le voisinage de moins 3 à gauche et à droite. Donc on va se poser une question en 5, donc on peut constater qu'on va se focaliser sur ce qui se passe au voisinage de 5 ici, et on aura aussi la même discussion sur les signes. D'accord? Donc poursuivons. Donc
la limite en voisinage de 5, donc je commence par le numérateur hein, ici, donc qui est 2x, pardon, pas le dénominateur, qui est x carré moins 2x moins 15. Donc, je rappelle que 5 était une des racines aussi de x carré moins 2x moins 15, donc en appliquant les règles opératoires des limites, on retrouve le même calcul. Hein. Donc x carré va tendre vers 5 au carré, donc qui bien sûr ici va donner 25, moins 2x va tendre ici vers moins 10, donc on se retrouve avec, avec 25 moins, 15, moins 10, pardon, qui donne 15, et qui, par toujours la suite des opérations sur limite, on obtient donc 15 moins 15, donc 0. Donc ici, on va donc, se servir de la même étude de signe qu'on a vu tout à l'heure au voisinage de, cette fois-ci, de 5. Donc on regarde ce qui se passe au voisinage 5, donc on rappelle que le signe avait été étudié. Donc, à gauche, pardon, à gauche, limite lorsqu'x tend vers 5 moins, donc je rappelle que ça signifie que x est inférieur à 5, on se retrouve avec une fonction qui tend vers 0 en étant négative. Le numérateur, que se passe-t-il donc? 2x carré plus x ici. Puis tend vers, donc x carré tend vers 5 au carré, donc 25, fois 2, donc 50, plus 5, 55. Donc le numérateur tend vers un réel positif qui est 55. Donc par quotient, une fonction dont le numérateur tend vers un réel positif, le numérateur tendant ici vers 0 tout en étant négatif, le quotient va tendre vers moins l'infini, tout simplement. On fait la même étude au voisinage de 5, mais par valeur supérieure à 5, donc on voit qu'on est dans le côté positif ici. Donc la limite, donc ce sera également 0, mais en restant positif, donc par quotient d'une limite positive ici, et d'une fonction qui tend vers 0 tout en restant positive, le quotient tend vers plus l'infini. Voilà, donc pour les limites ici, au voisinage de moins 5, de 5, pardon. Faites attention. Donc on a terminé nos études de limites aussi bornes, hein. C'est un petit peu long, mais on voit que ce n'est pas si difficile que ça. Alors, on interprète également graphiquement nos limites qu'on a trouvées tout à l'heure. Je rappelle qu'on avait trouvé tout à l'heure la limite en voisinage de moins 3, à gauche et à droite, ce qui était respectivement, donc je vous ai marqué ici, hein, les rappels, plus l'infini à gauche, moins l'infini à droite, et qu'on peut interpréter cela graphiquement, hein, que d'après le cours, on sait que ça signifie que la courbe de f se rapproche infiniment près de la droite, ici, qui a pour équation x égale à moins 3, donc ce qu'on appelle une asymptote verticale de la courbe f. On a également la même situation, hein, quand x est infiniment proche de 5 à gauche et à droite, on s'approche de cette droite d'équation x égale à 5, ici, en raison des limites qui sont respectivement moins l'infini plus l'infini, et donc x égale à 5, elle est donc l'équation d'une asymptote verticale de la courbe f. Donc on garde ça à l'esprit lorsqu'on fera la représentation graphique. Voilà. Donc après ces études de limites, on a déjà une petite vision de ce qui se passe au voisinage des bornes. D'accord? Donc on peut déjà essayer de schématiser un petit peu ce qui se passe, et après on va continuer avec une étude globale sur les variations de la fonction sur notre ensemble de définitions. Voilà. Bien, poursuivons donc avec l'étude plus globale sur les variations. Donc ici, on peut constater que l'écriture de f est un quotient de polynômes. Donc on a f qui est de la forme u sur v, avec u de x qui est défini par 2x carré plus x, et v de x qui est égal à x carré moins 2x moins 15. Donc il nous restera juste ici, donc, une fois qu'on a identifié ça, à connaître bien sûr la dérivée du quotient u sur v. On sait que lorsque u et v sont des fonctions dérivables, ici sur un ensemble, et que v est dérivable sur cet ensemble et ne s'annule pas, la fonction u sur v est dérivable, et la dérivée de u sur v, on rappelle, c'est fait en première, c'est u'v moins uv' sur v carré. Voilà pour le rappel. D'accord? Donc on voit que pour calculer cette dérivée, on a besoin de la dérivée de u et de v. Donc on rappelle respectivement les dérivées de ces deux fonctions. Donc u a pour dérivée ici donc 4x plus 1. Donc je rappelle, hein, on analyse ici, c'est une somme. Donc pour dériver une somme, il suffit de dériver chaque terme de la somme. La dérivée d'une somme u plus v, c'est u' plus v'. Et là, nous avons ici 2 fois x carré. Donc c'est la forme k fois u. La dérivée de ku, lorsque k est une constante, c'est ku'. Donc formule à connaître, hein, que je vous invite à regarder sur la fiche que j'ai rappelée, que je vous ai déposée ici pour le cours. Donc les rappels de première sur les formules de dérivée. Donc, la formule de dérivée, donc la fonction carré a pour dérivée 2x, donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec 2 fois 2x, plus la dérivée x qui est 1, donc on se retrouve avec 4x plus 1. Donc il est bien évident que si vous avez discuté, il faut revoir la dérivation des polynômes ici. Donc la dérivée de la fonction v, donc de la même manière, c'est un polynôme, donc on procède aussi, hein, on dérive les termes de la somme ici. Donc la dérivée d'x carré moins 2x moins 15, c'est 2x moins 2. Tout simplement. D'accord ? Donc on va calculer la dérivée de f maintenant. Donc on marque bien f' de x égale, on fait attention, donc u'v, donc 4x plus 1, entre parenthèses, facteur de v, donc qui est ici x carré moins 2x moins 15, moins
U, donc, qui est égal à 2x carré plus x, qui sera facteur de v', qui est 2x moins 2, le tout sur x carré moins 2x moins 15, le tout au carré, qui correspond à v au carré. Voilà pour la dérivée ici, qu'on va maintenant simplifier. Alors on garde à l'esprit ce qu'on va en faire la dérivée. Pourquoi étudie-t-on la dérivée, hein? Je rappelle que je vais m'appuyer sur un des théorèmes fondamentaux que vous avez vu en première, à savoir que si une fonction est dérivable et sur un intervalle et que cette dérivée est positive, la fonction f est croissante. Si la dérivée de la fonction f est négative sur un intervalle, cette fonction f est décroissante sur l'intervalle. Par ailleurs, vous avez les déclinaisons de ce théorème ici. Si on sait que la dérivée ici est strictement positive sur l'intervalle i, la fonction f est strictement croissante sur cet intervalle i, etc., etc. Je vous invite toujours à regarder vos théorèmes. Donc, il va de soi que on va donc étudier le signe. D'accord, il ne faut pas perdre de vue qu'on étudie le signe de la dérivée, lorsque f est dérivable. Donc c'est vraiment ça qu'on a à l'esprit. Donc, pour faire une bonne étude de signe, il faut avoir à l'esprit la forme de l'écriture adaptée à celle-ci. Donc là, nous sommes sur le point de terminer la dérivée. Donc, c'est visiblement un quotient. Donc, le signe d'un quotient est facilement obtenu lorsqu'on a la bonne forme au numérateur et au dénominateur, à savoir les formes factorisées si possible. Ou développées, auquel cas, si on sait identifier des signes classiques comme l'étude d'un second degré ou autre. Donc, suite à cette remarque peut-être un peu longue, ça me permet de dire que le dénominateur qui est x carré moins 2x moins 15 qui est au carré, je ne vais surtout pas le développer car je peux constater que ce dénominateur a un signe évident. C'est un carré. Quelle que soit la fonction que vous avez ici, le carré d'une fonction est toujours positif ou éventuellement nul. Bien sûr, ici, x carré moins 2x moins 15 ne s'annule pas sur l'ensemble de définition car sinon on aurait une division par 0. Donc on sait que le dénominateur est strictement positif sur l'ensemble de définition de la fonction. Donc il n'y a aucune raison donc de toucher l'écriture d'un carré lorsqu'on est amené à étudier un signe. Donc maintenant, je vais me travailler sur le numérateur. Le numérateur, qu'est-ce que j'en fais? Alors, le numérateur est un peu plus compliqué. Donc on voit son étude de signe exige une transformation d'écriture. Donc on peut regarder en général s'il y a une factorisation évidente. Donc là, ce n'est pas le cas, parce que si on regarde ici, l'un des facteurs c'est 4x plus 1, sur le premier terme ici, qui n'est pas du tout ici facile à observer. Là, ici il n'apparaît pas là. Et donc, si on regarde ça pour chacun des facteurs, il semblerait-il qu'il n'y ait pas de factorisation évidente. Dans ce cas-là, en général, on développe et on essaye de voir si la forme d'écriture après nous permet d'étudier la dérivée facilement, le signe de numérateur facilement. Auquel cas, on essaiera peut-être de factoriser après. Donc là, on va donc développer tranquillement. Donc ici, je distribue. Donc ici, 4x fois x carré, ça fait 4x cube. 4x fois moins 2x, ça me fait moins 8x carré. 4x fois moins 15, ça me fait moins 60x. Ensuite, je distribue ici 1, donc là, ça donne évidemment x carré moins 2x moins 15. Voilà pour le premier terme de ce numérateur. Moins, et là, on fait attention. Donc, deux options, je vous conseille la prudence. Envisagez ici d'avoir développé le produit de ces deux facteurs-là, et nous passerons à l'opposé après. C'est-à-dire, pour l'instant, je laisse les parenthèses. Donc, je distribue 2x carré fois 2x, qui nous fait 4x cube. 2x carré fois moins 2, ce qui nous fait moins 4x carré. X fois 2x, donc 2x carré. Et x fois moins 2, moins 2x. Donc le tout sur x carré, moins 2x, moins 15, le tout au carré. Je vais réduire maintenant. Donc là, il faut déjà réduire la première partie qui est là. Donc on a 4x cube, moins 8x carré, plus x carré, ce qui nous fait moins 7x carré. Moins 60x, moins 2x, ça fait moins 62x. Et vous avez donc moins 15 ici. Ensuite, on fait attention, on réduit ici, et en même temps, on va ici distribuer. Donc là, le moins, c'est l'opposé de l'ensemble de ce terme-là. Donc on va donc distribuer le moins. Donc on aura moins 4x cube. Ensuite, on fait attention, on aura moins 2x carré, plus 2x carré qui se réduit pour donner moins 2x carré. Mais on passe à l'opposé ici, qui donne plus 2x carré. Et enfin, on aura ici l'opposé de moins 2x, donc qui donne plus 2x. Donc soyez particulièrement vigilant ici au niveau du signe. Hein. C'est une des erreurs qu'on rencontre assez souvent dans les copies, c'est que l'élève ne faisant pas attention avec les parenthèses ici se trompe sur les signes. Donc là vous pouvez constater que le numérateur a simplifié. Donc là je vais juste marquer le dénominateur.
Donc le numérateur, ici, 4x cube va se simplifier avec moins 4x cube. Donc on perd donc ici ce terme-là, ce qui est une bonne nouvelle parce que ce polynôme-là qui avait l'air d'être du troisième degré, dont l'étude de signes aurait été plus subtile parce que vous n'avez pas eu une formation complète sur les études de signes, ben, nous aurait posé problème. Alors là, on tombe forcément sur au moins un degré qui est inférieur ou égal à 2, donc ça ne devrait plus poser problème. Donc on réduit moins 7x carré plus 2x carré, vous obtenez moins 5x carré, moins 62x plus 2x, ça fait moins 60x. Je vais baisser un petit peu. Voilà. Et moins 15 tout seul, le tout sur x carré moins 2x moins 15 au carré. Voilà, donc la dérivée est terminée ici. Alors je vais enchaîner ici pour rediscuter de son signe. Je vais effacer le tableau, remonter tout ça. Donc on va étudier cette forme-là pour savoir comment étudier son signe. Donc c'est déjà une bonne nouvelle. Hein. Donc vous analysez bien toujours l'écriture et bien l'esprit ça. C'est un quotient. Est-ce qu'on sait étudier ce numérateur? Effectivement que oui, c'est un polynôme secondaire. Vous saurez forcément le faire. Car si vous êtes bien au point sur le second degré, il n'y a aucun souci. Et le dénominateur, je rappelle, c'est un carré, donc c'est positif. Voilà, donc là on a fait le gros du morceau. Il faut particulièrement soigner le calcul de sa dérivée. A tout de suite, je vais juste effacer le tableau. Bien, on est sur le point d'arriver à l'étape d'étude du signe pour enfin obtenir la construction du tableau de variation. Donc je remonte ici. Voilà. Donc la dérivée, une fois réduite, nous a donné moins 5x carré, moins 60x, moins 15, tout sur x carré, moins 2x, moins 15 au carré. Donc je vais me lancer dans l'étude de signe. Alors donc je dois étudier le signe du numérateur, moins 5x carré, moins 68x, moins 15. Bien, donc pour étudier ça, on peut remarquer qu'au lieu de directement calculer le discriminant de ce polynôme du second degré au numérateur, il serait dommage de passer à côté de la factorisation évidente ici. Donc déjà vous pouvez constater qu'ici, moins 5 est un facteur commun du numérateur, ce qui va faciliter le calcul ici. Donc je prends cette initiative-là, de mettre moins 5 en facteur, moins 5 facteur de x carré, donc ce qu'elle a plus 12x, plus 3, le tout sur x carré, moins 2x, moins 15 au carré. D'accord? Donc ce qui va éviter des calculs pénibles, notamment si je calcule le discriminant du second degré ici sans calculatrice. Donc ce qui veut dire que je peux focaliser mon attention non pas sur le discriminant de ce polynôme-là, mais sur le discriminant de x carré plus 12x plus 3, qui va me donner le signe de x carré plus 12x plus 3, une fois que j'aurai pu déterminer s'il possède des racines ou pas. Et je sais que j'aurai juste à multiplier ici par moins 5 pour obtenir le signe du polynôme qui est là. Donc vous pouvez faire autrement, bien sûr, mais je proposerai cette façon de faire ici. Donc, les racines de x carré plus 12x plus 3, y en a-t-il? Voilà la question qu'on se pose. Alors, son discriminant, donc ici, de ce polynôme-là. Donc 12 au carré, moins 4 fois 1 fois 3. Donc ça nous fait 144 moins 12. Ce qui nous fait donc un discriminant égal à 100. Donc là, ça nous fait 129. Donc on s'assure qu'il n'y ait pas de faute ici. Donc ça... Non, bien sûr c'est faux. N'importe quoi. 132, je sais pas ce qu'il m'a pris là. 132, petit bug. 132, donc il est évidemment strictement positif, donc il va y avoir deux racines à votre polynôme de second degré. Donc les racines qui vont nous intéresser sont respectivement donc moins b, moins racine delta sur 2a, donc moins b, ce qui nous fait moins 12, moins la racine carrée de 132 sur 2a, ce qui nous donne 2, et l'autre qui sera donc moins b plus racine delta sur 2a, donc moins 12, plus racine carrée de 132 sur 2. Voilà, donc on réduit éventuellement ces racines carrées en cherchant à simplifier ici, ces racines en cherchant à simplifier ici, si possible, les racines carrées. Donc là on peut constater que 132 est divisible par 2, c'est 2 fois combien? Donc c'est 2 fois 66, donc on peut encore factoriser par 2, donc on voit qu'on peut factoriser par 4. Donc là je peux constater ça, donc ça nous fait moins 12, moins 4 fois, donc là on peut constater qu'il s'agira de 33, 4 fois 33, ce qui nous fait 132, donc le tout sur 2, donc je ferai la même chose là. L'intérêt c'est que du coup 4 étant un carré parfait,
je le sors de la racine, ce qui donne 2 racines de 33. Donc ce qui me fait moins 12, moins 2 racines de 33 sur 2, que je simplifie en obtenant moins 6, moins racine de 33, en factorisant le numérateur par 2, qui est donc un facteur commun, avec 2. Vous obtenez donc l'une des racines qui est moins 6, moins racine carrée de 33. En procédant de la même manière là, j'obtiens l'autre racine qui est moins 6, plus racine carrée de 33. Pardon, j'écris ici, voilà. Donc je retiens ces racines ici, qu'on aurait obtenu également ici si on avait calculé les racines à partir du discriminant de moins 5x carré, moins 60x, moins 15. D'accord? Voilà. Donc je vais donc faire le tableau. Voilà, donc j'ai effacé pour avoir la place. Donc une fois qu'on a fait le travail sur les racines, je les ai marquées là. Donc la racine du numérateur, enfin, les deux racines du numérateur sont respectivement moins 6 moins racine de 33 qui vont environ moins 11,74 et moins 6 plus racine de 33 qui vont environ moins 0,26. Donc voilà, donc on peut donc préparer le tableau de signes. Donc on a deux options hein, ici. Donc je rappelle que dans l'étude des variations de f, on n'oublie pas d'indiquer les valeurs interdites également. Donc on se rappelle que la fonction f est définie sur moins l'infini, moins 3, donc on aura moins 3, ouvert, union, moins 3, 5, union, 5 plus l'infini. Donc il faut donc situer ces valeurs ici qui annulent le numérateur par rapport à ces intervalles-là, par rapport à ces trois intervalles-là. Donc ici, d'où les valeurs approchées. Donc là, la racine R1, je vais la marquer ici en mettant R1 ici. Donc moins 6, moins racine de 33 ici. Et la valeur R2 qui vaut environ moins 0,26, donc qui sera située ici entre moins 3 et 5. Donc ici, R2. Donc, alors, soit j'utilise cette forme-là d'écriture auquel j'applique le théorème du second degré en disant qu'il est du signe de A à l'externe de l'intervalle de racine avec A égale à moins 5. D'accord ? Donc soit j'utilise le théorème du second degré sur x carré plus 12x plus 3 et je vais tout simplement multiplier par moins 5 ici et donc intervertir les signes. Donc, si on veut figurer avec ça, donc je pourrais marquer moins 5 comme facteur ici, qui est donc une constante qui restera toujours négative. Le signe d'x carré plus 12x plus 3, donc qui lui s'annule en R1, R2. On n'oublie pas après le dénominateur x carré moins 2x moins 15 qui est au carré mais qui a pour racine qui s'annule en moins 3 et en 5. Donc ce qui explique que la fonction f et la fonction dérivée de f ont pour valeur interdite moins 3 et 5. Donc on n'oublie pas d'indiquer la présence ici avec la double barre de ces deux valeurs interdites. Il ne faut surtout pas les oublier, hein, ça c'est très important. Donc ensuite on n'a plus qu'à compléter avec les signes. Donc moins 5 est toujours négatif. Voilà, ça c'est réglé. Ensuite, le second degré ici, moi j'ai pris, comme j'ai factorisé, un second degré, donc le coefficient dominant ici, c'est A égale à 1 qui est positif. Donc ça sera positif à l'extérieur de l'intervalle des racines. Donc c'est-à-dire positif sur l'intervalle moins l'infini R1 union R2 plus l'infini et négatif entre R1 et R2. Donc du coup, par produit, vous aurez le signe de ce que vous avez obtenu pour moins 5x carré, moins 60x, moins 15. Donc là, le carré, ici, est toujours positif. Et ensuite, on applique la règle des signes. Donc en appliquant la règle des signes, par produit, par quotient, c'est la même, ce qui nous donne ici une fonction dérivée négative, d'abord sur l'intervalle moins l'infini R1. Ensuite, elle est positive sur l'intervalle R1 moins 3. Donc, en raison des signes, ici, moins, moins, fois moins, plus, divisé par plus, plus. Ensuite, on continue. La dérivée s'annule en R2 ensuite, par le fait de 0 qui est là. Donc après, par la règle des signes, moins fois moins, plus, divisé par plus, 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 moins fois plus, divisé par plus, ça fait moins, pardon. Et enfin, sur la dernière intervalle, sur 5 plus l'infini, nous avons donc ici moins, divisé par, moins fois plus, moins, divisé par plus, ça fait moins. Donc tout simplement, la règle des signes s'applique sans problème ici, une fois qu'on a bien fait le travail de transformation de la dérivée. Donc je vais bien refaire ça. Voilà, donc on en déduit, du coup, les variations de notre fonction f en raison du théorème fondamental de la dérivée. Donc la dérivée étant strictement négative sur l'intervalle moins l'infini R1, la fonction f est strictement décroissante. Ensuite, elle est strictement croissante sur l'intervalle R1, moins 3 ouvert, étant donné que la dérivée est positive. Ensuite, la dérivée est nouveau positive sur l'intervalle moins 3 R2, donc là, est strictement croissante, la fonction f. Et sur R2, 5, la dérivée est négative, donc la fonction est strictement décroissante. Et enfin, sur 5 plus l'infini, la fonction f est strictement décroissante en raison du signe. Voilà le tableau de variation, incomplet pour l'instant, mais on va le compléter déjà avec nos limites.
Donc les limites, je les ai rappelées là qu'on avait calculées précédemment. Donc on va les faire figurer dans le tableau. Alors nous avions trouvé une limite qui valait 2 en moins l'infini. Donc 2 en moins l'infini. Voilà, ici 2. Nous avons trouvé une limite égale à... donc là j'ai déjà fait une erreur quand j'ai recopié. C'est bien sûr, j'ai mis 2 fois la même chose. C'est la limite 2 en plus l'infini aussi. Donc ici nous avons 2. Ensuite nous avions étudié les limites en moins 3 et en 5 à gauche à droite. Donc en moins 3 par valeur inférieure à 3. Donc nous avons une limite qui valait plus l'infini. Donc nous sommes sur quelque chose qui est cohérent. À droite ici nous avions trouvé une limite égale à moins l'infini. Ensuite, au voisinage de 5, à gauche, on avait trouvé moins l'infini comme limite. Et enfin, plus l'infini à droite de 5. Voilà, le tableau complété avec ses limites. Est-il complet? Est-ce qu'il est complet? Non, il manque encore juste à indiquer les images ici, donc de R1 et de R2. Donc bien sûr, ici, ce ne sera pas un calcul exact qu'on attend de vous, mais on va marquer F de R1, F de R2, valeur qu'on va donner de façon rapprochée. Ici, ça sera amplement suffisant par rapport à ce qu'on attend ici. Donc ça consisterait à remplacer R1 et R2 dans l'expression ici 2x carré plus x sur x carré moins 2x-5, qui est quand même assez pénible. Donc ici, vu que les racines sont ici respectivement moins 6 moins racine 33 et moins 6 plus racine 33. Donc le calcul, je vous laisse le faire à la calculatrice, je vais vous donner les valeurs ici. Donc en général, on les indique à côté du tableau, d'accord? Donc ici, le tableau est complet, ce que vous voyez bien. Donc, voilà, le tableau complet. Voilà. Donc, je marque les valeurs approchées. Bien, donc, voilà. Donc, après, j'ai su les calculer à la calculatrice f de R1 qui vaut environ 1,8 et f de R2 qui vaut environ 0,01. Donc, on est très proche de 0. Alors, donc, on va maintenant terminer juste par la tracée de la courbe, d'accord? Pour vérifier la cohérence de tout ça et voir un petit peu à quoi ressemble ce coup. Alors justement, avant de la tracer sur votre calculatrice ou avant de la tracer sur un logiciel de traçage comme GeoGebra par exemple, vous pouvez déjà, à l'aide de ce tableau de variation, vous donner une petite idée de la forme de cette courbe. Donc, parce qu'on a quand même beaucoup d'éléments remarquables qu'on a glanés grâce à notre étude. Donc on a notamment glané la présence d'asymptote horizontale ici, la présence d'asymptote verticale ici pour l'équation x égale à moins 3, x égale à 5, et également donc les variations et la présence d'extrémums locaux. Alors je rappelle, un extrémum local est soit un maximum local, soit un minimum local. Ici, alors, ici quand on observe ici le tableau de variation, f de R1, ici on représente un minimum local pour la fonction f. D'accord? Nous avons vu comme la fonction est dérivable, ici, que la dérivée s'annulait en R1, donc là où le minimum local est atteint, donc ce qui veut dire qu'on sera en présence d'une tangente, ne pas confondre avec l'asymptote, d'une tangente horizontale ici en R1, au point de coordonnées R1, F de R1. Et de la même manière, si on regarde sur l'intervalle moins 3, 5, ce qui se passe, on est en présence d'un maximum local, comme la fonction est dérivable ici, vous avez vu que la dérivée s'annule au maximum, enfin à l'abscisse R2, et donc on aura ici la présence également d'une tangente horizontale au point de coordonnées R2, F de R2. Donc j'ai appelé respectivement ces points-là, celui-ci A et celui-ci B. Donc c'est deux points remarquables qu'on s'attend à voir sur la courbe selon l'échelle qu'on a. Voilà, donc je fais un petit croquis ici de ce qu'on s'attend à observer. Donc là j'efface ça. Donc ça c'est important d'avoir en esprit justement à quoi va donner lieu l'étude, la vision graphique de ce que nous a été apporté ici par le tableau de variation complet. Donc je fais juste un petit schéma, sans prétention. Donc en général, on commence par y placer les asymptotes verticales, qu'on a, et notamment repérées par les valeurs interdites et leurs limites ici. Donc on a moins 3, donc je fais pas ça à l'échelle, moins 3, 5. Donc j'indique ici en pointillé la présence des deux valeurs interdites, et donc avec les calculs limites, on sait que les droites d'équation x égale 3, x égale 5 sont nos asymptotes ici, sont des asymptotes verticales de la courbe. Donc ce qui veut dire que la courbe va être divisée en 3 morceaux, d'accord? Donc on dit que c'est 3 parties qui sont isolées, on appelle ça des parties non connexes. Donc voilà. Donc alors je place également mon asymptote horizontale qui a pour équation y égale à 2.
voilà, 2, on va dire que c'est là c'est 1. Et on va placer, n'oublions pas, de placer les extrémums locaux. Donc en l'occurrence, minimum local, maximum local. Donc ici, le point de coordonnées R1, F de R1, j'avais dit que je l'appelais A. Donc il a pour coordonnées respectives ici, alors R1, je rappelle, alors je l'ai effacé, mais de mémoire c'était environ moins 11,7. Et R2, qui ici c'était environ, et là j'ai un trou de mémoire. Donc attendez une seconde, je regarde ici sur la calculatrice. Ouais, c'était 6, moins 6 plus racine de 33, donc moins 0,26. Voilà, donc on est ici. Donc je place ces 2 points. Donc je les place ici en vert. Donc ici, moins 11,7. Ici, F de R1 qui vaut 1,8. Donc là, on va être plus par là. Donc voilà le point A. Donc schématiquement. Le point B a pour coordonnées donc R2, F de R2. Donc F de R2 c'est très proche de 0, hein, donc je ne sais pas trop pour le distinguer. Et donc ici, on est sur quelque chose qui est légèrement en dessous. Ici, légèrement en dessus, pardon, de l'axe des abscisses. Donc là, on est en présence de tangentes. Ici, horizontale. D'accord, tangente horizontale en raison du fait que la dérivée s'annule en R1 et R2. Donc on symbolise en général une tangente horizontale par cette double flèche parallèle à l'axe des abscisses. Et donc maintenant l'allure, on a une bonne idée de l'allure de la courbe, hein. Ici en raison des variations, donc ici je suis coincé un petit peu mais c'est très serré, donc j'ai une courbe, donc je vais tracer en rouge, qui est asymptote ici, et qui passe par le point A, donc qui est un sommet local, donc voilà, c'est décroissant. Donc ici on se doute bien que si on avait étudié la position relative, que la courbe devait être située en dessous de l'asymptote, hein. Ça on pourra le compléter par une étude annexe. Et ensuite elle est croissante ici strictement, et elle tend vers plus l'infini, donc vous allez avoir quelque chose qui va filer comme ça. D'accord. Ensuite, sur l'intervalle moins 3, 5, c'est-à-dire entre les deux droites qui sont les asymptotes verticales, vous avez une fonction qui est croissante, qui atteint son maximum local en B, et qui est décroissante. Donc ici, vous allez voir ici une courbe qui aura cette allure-là. Je ne sais pas exactement. Voilà, c'est juste une allure, hein, ici que je symbolise. Et enfin, sur l'intervalle 5 plus l'infini, vous avez donc ici une asymptote verticale, et ça tend vers ici 2. Donc on s'attend à voir ça, tout simplement. Okay, vous voyez comment à l'aide d'un tableau de variation complet, et notamment aussi les points sur lesquels la dérivée s'annule, on a une bonne représentation de à quoi s'attendre. Il n'y a plus qu'à tracer ça joliment sur un logiciel adapté. Oui, donc voilà, pour terminer, le tracé sur GeoGebra, hein, donc avec j'ai fait apparaître les éléments du graphique, asymptote, verticale, horizontale, et donc le maximum et le minimum local en A et B. Voilà. Voilà pour terminer cette séquence sur l'étude d'une fonction qu'on appelle une fonction rationnelle, ici, avec une étude donc de variation et de limite aux bornes. Donc c'est relativement classique, il ne faut pas en avoir peur, et ça demande, faut être méthodique et ça se passera très bien. Allez, au revoir.